Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Bloody Count QV 2017. Et pour bien commencer l'année, parlons d'un film culte. Mais c'est quoi un film culte déjà? Selon notre Cérébro de 2017, j'ai nommé le sans Wikipédia, un film culte est un film généralement original ayant acquis un groupe fortement dévoué de fans. Le terme ne désigne ni un genre au sens propre, ni une qualité esthétique, mais qualifie un film en fonction de la façon particulière dont il est reçu par le public ou une partie du public. Merci Wikipédia! Un film culte est, en général, en dehors des tendances de l'époque quand ce dernier sort au cinéma. Pour ces raisons, le film culte a tendance à se vautrer comme un malpropre au box-office avant de regagner un gain de popularité sur d'autres médias. C'est notamment grâce à l'arrivée de la cassette enregistreuse, communément appelée VHS, que ce phénomène s'est fait reconnaître. Ou des œuvres comme The Thing, Last Action Hero, ou plus récemment le Showgirls de Paul Verhoeven, ont pu obtenir un succès bien mérité après d'absurdes bashing. On peut remarquer que le terme de film culte a été utilisé pour les premières fois à la fin des années 1970 pour parler des films d'Ed Wood. Ouais, je sais. Quelle habile manière de boulquer la boule. Non, attendez. Et c'est notamment avec l'arrivée des Midnight Movies, ces films indépendants complètement starbés comme Pink Flamingos, où une transsexuelle du nom de Divine se met à manger du caca, El Topo de Jodorowsky, où on filme un duel au pistolet avec un ballon de baudruche comme compte à rebours, ou encore le fameux Rocky Horror Picture Show qui propose une version bien plus sexualisée du mythe de Frankenstein que l'on connaît, que ces films ont largement popularisé ce terme de film culte, après maintes rediffusions dans les drive-in et autres cinémas de quartier. Vous l'aurez compris, un film culte est un film sorti en marge des carcans de l'époque et supporté par une communauté de fans au fil du temps. On peut notamment mentionner ces projections du Rocky Horror Picture Show qui perdurent encore de nos jours, où des coutumes se sont instaurées, comme le fait de se déguiser comme les personnages, sortir son parapluie quand il pleut dans le film, et balancer des confettis lors de la scène de mariage au début. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous parlerons d'un film culte. Un film qui me tient très à cœur depuis mes multiples visionnages, lors de ma tendre jeunesse de padawan du cinéma. Et ce film, c'est Dark City. Dark City est un film croisant polar, science-fiction et film noir réalisé par l'Australien Alex Proyas en 1997. Alex Proyas était notamment reconnu à l'époque pour avoir réalisé l'adaptation cinématographique de The Crow avec Brandon Lee, fils de Bruce, et son dernier puisque ce film est désormais tristement célèbre comme étant celui où Brandon mourut sur le plateau, tué accidentellement par un projectile expulsé d'un revolver tirant des balles à blanc. Cette tragique anecdote aurait d'ailleurs fait grimper le budget du film de 15 millions de dollars supplémentaires afin de terminer les plans avec Brandon Lee à l'aide d'une doublure numérique. Une incroyable prouesse technologique pour l'époque. Et malgré un budget qui dépassera les 23 millions de dollars, le film fut un succès puisqu'il doublera sa mise en récoltant 50 millions de dollars au box-office. Et c'est ainsi que les studios laisseront un maximum de liberté sur le film suivant d'Alex Proyas. Un film bien plus personnel, ou bizarre si, comme tout cravateux d'Hollywood très vite dépassé par ce que l'on appelle l'imagination, dès qu'un film sort des clous, vous le taxez très vite de chelou, de zarbi ou de péchère. Le film commence donc dans l'espace, où une voix off nous explique tout le film. Leur race venait du fond des temps. Ils avaient maîtrisé l'ultime technologie, la capacité de modifier la réalité physique par la seule volonté. Et donc pour résumer, cette race extraterrestre étant mourante, a décidé de quitter sa planète natale afin de trouver un remède à leur propre mortalité. Ce qui les a conduits sur notre très chère Terre, où ces derniers ont pensé avoir trouvé ce qu'ils recherchaient. On se retrouve alors dans cette fameuse Dark City, où un étrange scientifique boiteux, joué par cet acteur so rock'n'roll qui est Kiefer Jack Bauer Sutherland, se présente en tant que Daniel Schreiber et qui aide ces étrangers à mener leurs expériences à bien. Ce dernier regarde sa montre, et à minuit, la ville entière s'arrête. On arrive ensuite dans la salle de bain d'un hôtel miteux, où un homme joué par Rufus Sewell se réveille nu dans une baignoire avec du sang sur le front qui n'est pas le sien. N'ayant pas l'air de se souvenir de sa soirée endiablée de la veille, il se met à fouiller un peu partout afin de trouver des indices et trouve notamment une carte postale d'un endroit appelé Shell Beach, qui lui fait apparaître plein de fragments de souvenirs tout flous. Et soudain, le téléphone sonne. C'est le docteur Schreiber à l'appareil qui le met en garde au sujet d'étrangers qui vont bientôt débarquer, et qu'il doit déguerpir au plus vite. Il en faudra un petit peu plus à l'amnésique pour repartir, comme par exemple une prostituée assassinée dans son appartement. Il s'enfuit de l'hôtel alors que tout le monde dort. Mais avant de quitter les lieux... Hey, monsieur Murdoch, l'automate a appelé, vous avez laissé votre portefeuille là-bas. S'ensuit alors une intense quête pour son identité dans cette ville étrange et anachronique où tout le monde s'endort en même temps.
On découvrira notamment que notre cher amnésique s'appelle en réalité John. John. Wow. Murdoch, que ce dernier possède une jolie gonzesse interprétée par la très charmante Jennifer Connelly, qui est elle-même à la recherche de son mari après qu'un inspecteur du nom de Frank Bumstead, et interprété par l'oscarisé William Hurt, l'ait informé que ce dernier serait susceptible d'être un dangereux serial killer, puisqu'il n'y a que chez les serial killers que l'on peut retrouver des putes étendues sur le sol avec de jolies spirales taillées sur les nichons. L'enquête de Bumstead s'annonce d'ailleurs assez peu conventionnelle également, puisque Walewski, son collègue ayant travaillé précédemment sur l'affaire, a fini par perdre complètement la boule et ce dernier est convaincu que la réalité dans laquelle ils sont est un genre de simulation où les gens ne sont pas véritablement eux-mêmes. C'est pas ma femme. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui on est chacun de nous. Et effectivement, un sombre voile mystérieux se dévoile sur la ville, puisque John est poursuivi par des étrangers un peu palos avec de grands chapeaux qui endorment les gens en leur foutant la main dans la gueule. Dormez maintenant. Car visiblement, John a également des super pouvoirs qui lui permettent de casser des trucs ou faire apparaître des portes dans les murs. Les étrangers se rassemblent alors dans leur QG sous terre après que John ait littéralement laté la gueule à quelques pingouins en phase terminale. Il n'y a plus de Monsieur Rapide. Monsieur Rapide mort. Oui. Pauvre Monsieur Rapide. Afin de songer au problème puisque John semble juste avoir acquéri leur fameux pouvoir. Le pouvoir de syntonisation. Mais trêve de bavardage, il y a quand même des expériences à mener. Et c'est avec le docteur Schreiber que les étrangers stoppent une fois de plus la ville. Tout le monde s'endort, sauf John qui a un peu l'impression de perdre les pédales. Réveillez-vous! 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 Et c'est plutôt compréhensible, car il surprend également Schreiber et les étrangers sortir d'une porte fraîchement syntonisée afin de modifier la ville à leur guise. Construire, transformer et détruire des bâtiments un peu dans tous les sens. Mais aussi planter des grosses seringues chargées de souvenirs fabriqués par le docteur dans la tête des gens afin de changer leur personnalité et leur comportement face à différents milieux sociaux. La fortune sourit aux riches. On aura probablement une dépendance pour la domestique avant la fin de la nuit. John rencontre alors Schreiber qui lui demande quelques explications avant de lui faire un bon gros fous-roda dans la tronche. Ce qui surprend le professeur Schreiber, lui annonçant qu'il est l'élu. Wow. Mais suite à l'arrivée des étrangers, John est contraint de s'enfuir alors que la ville se met à se réveiller. Forcément, ce trouble fait de Murdoch empêche ces sympathiques étrangers de mener à bien leurs expériences socio-psychopathologiques. Les aliens décident alors d'implanter les souvenirs de ce Murdoch dans la tête de Monsieur Main, non sans danger, afin que ce dernier puisse retrouver Murdoch à l'aide de ses souvenirs. Pendant ce temps, John se met à la recherche de Shell Beach, qui semble toujours exciter sa mémoire toute carchérisée. Emma et Frank sont toujours à la recherche de John, alors que ce dernier se souvient de son oncle Carl qui lui a envoyé la carte, qui prévient lui-même Emma, ce qui met également Monsieur Main sur sa piste. Fuite, bagarre, course-poursuite. Puis fuite grâce à l'aide d'Emma et Frank, avant que ce dernier n'enferme John en prison. Mais ce cher inspecteur Bumstead est loin d'être débile. Il libère John et se rend chez Schreiber pour avoir des réponses. Ces derniers lui demandant notamment de se rendre à Shell Beach, puisque depuis le début du film, tout le monde connaît ce lieu, mais personne ne se souvient comment y aller. Schreiber leur explique alors tout. Les expériences, les cobayes, les super pouvoirs de Murdoch, pourquoi il fait tout le temps nuit et aussi pourquoi il les aide. Tout ce beau monde arrive alors devant une affiche de Shell Beach. John et Frank décident de péter la cloison sur laquelle est accrochée l'affiche, et découvrent qu'en fait ils sont des acteurs piégés dans un film. Attendez, je crois que je me suis trompé de ce film là. Du coup, si vous ne voulez pas vous faire spoiler la fin du film, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, en fait, ils se retrouvent face au grand rien. Enfin, quand je dis grand rien, je veux bien entendu parler du cosmos, de l'infini, comme si que la Terre était plate, quoi. Chose que nous confirme un gigantesque plan large où l'on découvre la ville au beau milieu de l'espace. Les étrangers les retrouvent, avec Emma en otage. S'ensuit encore de la bagarre, Frank est aspiré dans le grand rien, John accepte de se rendre contre l'avis d'Emma. John se réveille alors chez les étrangers, attachés sur la grande roue. Les étrangers sont prêts à terminer leur expérience et arrêtent l'horloge à jamais car ils veulent faire partager leur mémoire collective avec celle de John. Ces derniers étant convaincus que ceci résoudra leur léger souci de mortalité. Sauf que Schreiber donne une autre seringue à John. Une seringue qui lui permet de développer ses super pouvoirs puissance maximale afin de nous livrer une dernière baston homérique avec destruction du décor, bataille mentale et cascadeurs qui font des pirouettes.
John parvient finalement à éliminer le chef, Monsieur Livre, puis décide de reconstruire entièrement la ville, entourée d'océans, de créer Shell Beach, et le film se termine lorsque John rencontre de nouveau Emma, à qui on lui a fait changer d'identité et qui s'appelle désormais Anna, et partent ensemble pour Shell Beach, et c'est la fin. Voilà, c'était Dark City, et c'était culte. Bon alors, parlons déjà de la sortie du film en salle. Naturellement, malgré son budget modeste, voire ridicule pour un projet de cette ambition de 27 millions de dollars, le film n'aura obtenu que 23 millions de dollars au box-office. Ce qui n'est pas non plus un bide, mais n'est clairement pas un succès. Cela est notamment dû à une totale méconnaissance du film vis-à-vis des exploitants, voire carrément d'un mépris pour des studios ne croyant pas une seconde à une production à la croisée des genres. Si bien que lors de la sortie de Dark City en salle, ce dernier a été vendu comme un film d'horreur. Un classique à Hollywood, vendre un film au mauvais cœur de cible. Mais dans un sens, on peut les comprendre quand on voit le film, véritable création d'artistes et d'artisans, à des lieux des produits balisés qu'ils sont censés vendre. Dark City aura d'ailleurs souffert de certains problèmes avant sa sortie en salle, notamment une projection test assez désastreuse où le public, n'ayant rien compris au film, aurait demandé au studio produisant la chose d'ajouter cette fameuse voix off dévoilant d'emblée tout le mystère planant autour de l'intrigue. Pour cette raison, Alex Proyas aurait déclaré être satisfait de son film à 90%. Mais heureusement, le film aura gagné au fur et à mesure des années un cercle de fans grandissant, confirmant le statut de culte de cet étrange film. D'abord, le film reçut des critiques presse très positives lors de sa sortie, dont celle du critique très reconnu Roger Ebert, puis suite à l'arrivée du film Matrix des Wachowski qui aurait réutilisé certains décors de Dark City au début du film. Car l'une des grandes gageures de Dark City sont ses prouesses technologiques et sa direction artistique phénoménale pour un budget de moins de 30 millions de dollars. La ville en elle-même est un assemblage de décors taille réelle avec des matte paintings, de véritables décors en dur mélangés avec des effets spéciaux numériques. Le film fut tourné dans environ 55 décors créés de toutes pièces, en seulement 80 jours dans un gigantesque entrepôt à Sydney, en Australie, puisqu'à Hollywood, les coûts de production sont bien plus exorbitants. Selon le directeur artistique Patrick Tatopoulos, de nombreux éléments du décor, surtout ceux du monde souterrain des étrangers, sont en fait des éléments recyclés sur d'autres décors afin d'économiser un maximum de budget. De plus, Dark City possède un tas de niveaux de lecture différents. Le film pourrait très bien raconter l'histoire de personnages piégés dans un scénario, autant que ces derniers puissent très bien être morts et que la ville pourrait symboliser le purgatoire. Il peut également être une mise en abîme du réalisateur cherchant à s'affranchir de la toute-puissance des studios bridant sa créativité. Tout dépend du point de vue que chacun peut en faire. Il est également intéressant de savoir que le nom de Daniel Paul Schreiber provient d'une personne ayant véritablement existé. Il s'agit en effet d'un juriste allemand du XVIIe siècle qui aurait écrit un impressionnant manuscrit détaillant avec minutie ses délires schizophrènes. Une autobiographie du nom de Mémoire d'un névropathe et qui aura pu servir de base d'étude pour ces simples mortels lambda que sont Carl Jung et Sigmund Freud. C'est assez marrant de voir que le seul personnage ayant un nom qui ait véritablement existé dans le film soit celui d'un schizophrène qui s'amuse à implanter différentes personnalités dans la tête des autres. Le film joue également avec beaucoup de symboles. Dark City brasse un tas de thématiques et de références. En plus d'être un film post-moderne, le film fait autant référence à la bande dessinée qu'au cinéma d'horreur, le cinéma expressionniste allemand ou bien des peintures d'Edward Hopper, matinée de thématiques kafkaïennes. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que le Metropolis de Friesland fut aussi mal reçu que Dark City lors de sa sortie. George Orwell s'est carrément fendu d'une critique pleine de mépris où il déclarait « C'est un concentré de bêtises, de clichés, de platitudes et un imbroglio d'idées au sujet du progrès technique, le tout accompagné d'une sauce dégoulinante de sensiblerie. L'originalité est absente, on ne trouve aucune idée nouvelle. » Alors non, Dark City n'est pas exempt de défauts, loin de là. Il possède un rythme assez étrange où les 40 premières minutes rushent d'informations puisqu'il faut présenter la ville, les personnages, le contexte, ici une enquête policière, les étrangers, leurs pouvoirs, tout le concept du film quoi. Le film prend également des partis pris assez radicaux concernant son univers, ce qui peut laisser plus d'un sur le carreau si on possède un esprit un peu trop cartésien. Mais justement, c'est tout à l'honneur d'Alex Proyas de nous proposer un univers aussi original. Un monde où c'est lui qui fixe les règles, qu'elles remettent en cause la réalité ou non. Car je le rappelle, Dark City est une œuvre 100% originale, pas l'adaptation d'un comics ou d'un pulp, comme certains ont tenté de vendre le film lors de sa sortie. On peut dès lors s'estimer heureux que nous puissions compter parmi nous des artisans toujours prêts à nous proposer des voyages toujours plus dépaysants, alors que nous restons là, confortablement assis sur notre canapé imitation cuir, à juger en nous régalant de bonnes pizzas 4 fromages. Et qui sait, avec l'efficacité du bouche à oreille, même un incroyable blockbuster complètement foutraque comme Gods of Egypt finira par obtenir
un statut d'objet culte absolument incontournable. Tout ce qu'on souhaite pour toi, Hongwan.